Bienvenue dans Problème de riche, le podcast où on va aborder les sujets patrimoniaux des hauts patrimoines. Et aujourd'hui, on va faire un épisode qui nous tient particulièrement à cœur et c'est un sujet que vous avez demandé par mail et je vous remercie d'avoir demandé ce sujet parce qu'il nous tient particulièrement à cœur. On va parler de comment investir en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise. Forcément, nous, on est aussi entrepreneurs, donc on est déjà confronté à titre personnel à ces problématiques au quotidien. Mais au-delà de ça, forcément, au sein du cabinet, on a des clients qui sont entrepreneurs et même au sein de nos groupes d'amis, on a des entrepreneurs et on a des cas concrets de gens qui ont bossé pendant des années et des années et des années, qui n'ont jamais capitalisé justement pour protéger leur patrimoine et qui ont toujours tout réinvesti dans leur entreprise et aujourd'hui, justement, qui ont presque plus rien qui leur reste. Et un exemple très concret dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais l'idée en tout cas de cet épisode, c'est vraiment qu'il soit très concret pour vous, d'accord? Donc déjà, pourquoi est-ce qu'il faut investir en tant qu'entrepreneur ou peut-être qu'il ne faut pas, ça dépend des situations. Et justement, en fonction de certaines situations, pourquoi c'est urgent de le faire maintenant, donc à la fin de cet épisode. Et aussi, c'est quoi un peu les erreurs qu'on voit communes, qui sont généralement conseillées par les banquiers? Pourquoi est-ce qu'elles sont conseillées? Pourquoi est-ce que potentiellement elles sont dangereuses et il ne faut pas les faire? Et c'est quoi les solutions tangibles, concrètes que vous pouvez en tout cas implémenter assez rapidement, assez simplement même pour investir la trésorerie de votre entreprise. Voilà, on va vraiment voir tout ça ensemble. Et aujourd'hui, j'ai Lucas avec moi, mon associé au sein de Vassel Capital, qui justement gère toute la partie allocation de capital pour les entrepreneurs. Donc merci Lucas d'être là. Et je vais te lancer tout de suite, Lucas, sur une question qu'on a. Vraiment, c'est la question numéro un, moi, que je reçois quand je parle à des entrepreneurs ou même, tu as pu voir avec ceux qu'on accompagne ou quoi. C'est pourquoi est-ce que je vais m'embêter à investir, je sais pas moi, investir ma trésorerie à un truc genre 5, 6, 7% par an, alors que si je réinvestis dans mon business, j'ai un retour sur investissement qui est beaucoup plus gros. Et c'est une question qui est ultra légitime. Et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, Lucas. Ouais, alors déjà c'est une excellente question parce que honnêtement la réponse, t'as raison, c'est pas faux en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui le meilleur investissement en tant qu'entrepreneur qu'on peut avoir, et nous on le vit aussi parce que on vit finalement ces problématiques aussi en tant qu'entrepreneur, euh, c'est que en fait, le meilleur retour sur investissement qu'on peut avoir, c'est notre boîte. Donc le fait de réinvestir, réinjecter les bénéfices qu'on fait dans notre société pour finalement faire un rendement, avoir un rendement qui est beaucoup plus intéressant. Ça, c'est clair. Par contre, ce qui est factuel, et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas venir et qui est très peu abordé, c'est si on parle de cycle de vie d'une entreprise. Ça, on en parle assez peu finalement. Il faut savoir que le cycle de vie d'une entreprise, la durée de vie moyenne d'une entreprise en France, c'est à peu près 10 ans. Donc, une SAS, une SARL, peu importe, une entreprise qui va avoir des salariés, etc., ça va être à peu près 10 ans. Et en fait, on va avoir, donc ça veut dire que statistiquement, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre conscience, euh, dans 10 ans, statistiquement, votre entreprise va peut-être être terminée, liquidée, et vous aurez peut-être fini avec cette entreprise-là. C'est pas sûr. Et peut-être que justement on a toujours ce biais en tant qu'entrepreneur de se dire oui mais ça sera jamais mon cas, etc. Sauf que statistiquement c'est le cas. Et en fait il faut savoir que donc une société elle a un cycle de vie. Elle a un cycle de vie, elle passe par 4 phases, après 4 phases. La phase de croissance, enfin la phase de lancement, pardon, pour commencer. Donc c'est là où on va commencer à lancer notre société, on va générer quasiment aucun bénéfice. La phase de croissance. Ensuite la phase de maturité, là où on arrive à stabiliser à peu près les marges, là où on arrive à avoir un process opérationnel à peu près correct, bien ficelé, etc. Et ensuite, ce qui suit la phase de maturité, c'est la phase de déclin. Et ça, c'est toujours le cas. Il n'y a aucune exception. Toute entreprise vit ces 4 phases, vit ce cycle de vie. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est qu'en fait, si on reprend cette stat de 10 ans, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 10 ans finalement en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est souvent quand on est entrepreneur, on quitte c'est la fameuse phrase, mais on quitte un 9-17 pour aller sur un 24-24, on va bosser tous les jours comme un acharné sur notre société. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ces 10 ans en fait? Est-ce que on capitalise pour nous? Est-ce que vous capitalisez pour vous? Ou est-ce que vous êtes, entre guillemets, vous devenez finalement l'esclave de votre business, l'esclave de votre entreprise, à bosser 24 heures sur 24 sans finalement rien générer, rien capitaliser au bout de ces 10 ans. Donc, Hmm. et la question qu'on doit se poser, c'est pas justement,
ok, oui, mais moi, ma société, elle va tenir plus de 10 ans, c'est sûr. Est-ce que ma boîte va durer plus longtemps? Ça, c'est le mauvais angle, je dirais, le mauvais prisme de vision. Le bon prisme de vision serait plutôt de se dire que pendant que cette société, notre société génère du bénéfice et est profitable, qu'est-ce qu'on en fait, ce profit? Est-ce qu'on construit quelque chose qui nous appartient? Est-ce qu'on construit quelque chose qu'on possède réellement? Est-ce qu'on capitalise réellement pour nous, pour notre avenir, pour au-delà de ces 10 ans-là? Et qui dépend surtout pas de l'activité opérationnelle. Donc, est-ce qu'on construit quelque chose qui va être indépendant de cette activité et qui va pouvoir nous rémunérer plus tard, au-delà de ces 10 ans, de manière totalement indépendante de cette activité opérationnelle? Donc ça, c'est très important. Ouais. Et en fait, c'est vraiment ce principe de base, entre guillemets, qui est que l'entrepreneuriat rend riche, l'investissement rend libre. Tu l'as bien dit, on le sait en fait, en tant qu'entrepreneur, hein, il suffit d'avoir entrepris, on va dire, quelques années pour se rendre compte que c'est clairement, on n'est pas du tout libre, on crée une forme de prison dorée, entre guillemets, évidemment, qui est plus confortable parce qu'elle permet de générer plus de profits, ça permet de faire potentiellement des métiers à impact, des métiers avec, qui nous passionnent plus, etc. Mais ça reste un boulot et effectivement, ne pas capitaliser sur ce boulot, c'est vraiment dommage en fait, hein, tout simplement. Et surtout que les fameux cycles de vie dont tu as parlé peuvent potentiellement, et ça on n'en sait rien, mais peuvent potentiellement complètement raccourcir en fait avec l'intelligence artificielle. Franchement, on voit à quel point en seulement quelques années l'intelligence artificielle a complètement rasé les trois quarts des métiers et on ne sait pas à quel point ça peut continuer d'aller beaucoup plus vite. Donc on n'est pas du tout à l'abri en fait, hein, finalement sur les prochaines années de voir nos métiers complètement évoluer et peut-être nous ne pas évoluer à la même vitesse que ça. Et la meilleure manière de se protéger de ça, c'est tout simplement d'avoir capitalisé et de se protéger soi, avant même de parler de tout le reste. Et je pense que c'est l'écueil de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de tout le temps penser à protéger l'entreprise, à développer l'entreprise, etc., à aider même ses salariés, à continuer de créer de l'impact, tout ça, et donc de tout le temps réinvestir dans la boîte, mais à aucun moment on se protège en tant que dirigeant. Et nous, c'est un peu notre rôle de dire que les dirigeants ils doivent se protéger. Et je vais prendre un cas très concret d'un ami entrepreneur qu'on connaît tous les deux, qui a bossé pendant 10 ans sur sa boîte. Donc évidemment, les premières années, c'était des chiffres entre guillemets modestes. Au bout de quelques années, on va dire à son pic, ça faisait aux alentours de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. Attention, pas de bénéfices, mais de chiffre d'affaires. Et à ce pic-là, ça faisait aux alentours des 500 000 euros de profit, vraiment de bénéfices nets après impôt. Ce qui fait quand même beaucoup, ce qui fait de quoi capitaliser. Et aujourd'hui, on est 10 ans plus tard. Et 10 ans plus tard, il a un patrimoine personnel de zéro. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que ça a effectivement respecté la statistique dont tu parlais, Lucas, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise est complètement en déclin et il n'y a pas vraiment de possibilité de la redresser. Ou en tout cas, c'est un travail monstrueux qui est presque un travail de création d'entreprise. Donc en fait, ça, c'est vraiment une histoire réelle. Je veux dire, c'est quelqu'un qu'on connaît, qui est proche et qui a vécu ça. Et moi, j'ai pu voir, en tout cas sur la fin du parcours, cette évolution malheureusement désastreuse. Donc bref, là où on veut en venir, c'est que il faut vraiment capitaliser sur toutes ces années d'entrepreneuriat. Maintenant, parlons peut-être concret, parce que si vous êtes entrepreneur, vous posez peut-être du coup la question de, ok, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce que Lucas, tu aurais un chiffre très concret de, combien est-ce qu'il faudrait investir? Est-ce qu'il faut investir des bénéfices après avoir toutes les dépenses, etc. Est-ce que tu aurais voilà, un peu de clarté là-dessus, sur les bonnes pratiques? Ouais. Alors, justement, si on prend vraiment un chiffre général, je pense que se dire le fait d'investir 20% de ses bénéfices tous les mois, de manière régulière, c'est déjà très bien. Ça permet de capitaliser, ça permet de créer un actif qui va être totalement indépendant de notre activité et qui pourra nous rémunérer plus tard. Donc voilà. Après, si on rentre un petit peu dans le détail, on parlait tout à l'heure des 4 phases de cycle de vie d'une entreprise. Donc la phase de lancement, la phase de croissance, la phase de maturité et la phase de déclin. Et logiquement, on ne devrait pas investir la même proportion de nos bénéfices en fonction de où est-ce qu'on se situe sur ce cycle. En phase de lancement, souvent on va plus investir dans notre société que ce qu'elle va nous rapporter. Donc on va pas utiliser les profits, parce qu'on va souvent pas en générer d'ailleurs en phase de lancement, pour investir. Donc on va investir zéro. En phase de croissance, là on peut se dire, ok, on va commencer à investir 20% de son bénéfice tous les mois,
pour commencer à capitaliser, commencer à se protéger, commencer à se créer un actif totalement indépendant de notre activité. Ensuite, en phase de maturité, la phase de maturité, c'est une des meilleures phases parce que c'est là où c'est la phase qui va durer le plus longtemps et c'est là où on va avoir un process opérationnel qui va être bien ficelé, on va avoir des marges qui sont stables, on aura tout optimisé entre guillemets pour avoir justement une efficience opérationnelle. Et donc là, on va pouvoir investir 30 voire 40%, voire parfois même 50% de notre bénéfice opérationnel dans des actifs externes. Et ensuite, la phase de déclin. Donc là, la phase de déclin, qu'est-ce qui se passe? Peu importe, même si on réinvestit dans notre société, elle va quand même décliner. Donc à ce moment-là, autant réinvestir la plus grosse partie de notre bénéfice, des bénéfices restants, dans des actifs externes. Donc là, ce serait au moins 50% finalement pour investir dans des actifs externes. Et donc finalement, plus on va augmenter, plus on va aller loin dans cette phase, dans ces cycles, donc lancement, croissance, maturité, déclin, plus on va augmenter la proportion de bénéfices qu'on va investir dans des actifs externes. C'est un truc qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que la phase de maturité, pourquoi est-ce que c'est là où il faut le plus investir? C'est parce que c'est généralement la phase où on se rend compte que, bon, bah, effectivement, les coûts d'acquisition ne font que monter avec les années. La concurrence ne fait que monter. Comment on pourrait dire, garder son avantage concurrentiel coûte de plus en plus cher, délivrer coûte de plus en plus cher. Et ça, franchement, c'est valable pour 99% des business. Peu importe la thématique, c'est exactement ce qui se passe dans la phase de maturité. C'est-à-dire que la croissance ne compense plus la hausse des charges. Et donc c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il faut se dire, bon bah là, il faut particulièrement se protéger, particulièrement réinvestir sa trésorerie d'entreprise et continuer de faire fructifier tout ça. Donc ça, c'est vraiment très important. Et j'ai pris un exemple concret que j'ai préparé justement avant l'épisode. En fait, imaginez que à la fin du mois, vous fassiez 20 000 euros de bénéfices. D'accord? C'est vraiment pour l'exemple. Peut-être que vous faites beaucoup plus, beaucoup moins, j'en sais rien. Mais en tout cas, si on parle en bénéfice net, imaginons qu'à la fin du mois, vous fassiez 20 000 euros. Si vous réinvestissez 20% de ces bénéfices nets, ça vous fait 4 000 euros par mois qui sont réinvestis. D'accord? On ne parle pas de les réinvestir dans des stratégies ultra risquées de je ne sais quoi. On parle de réinvestir par exemple dans une stratégie assez équilibrée, 6% par an. Ça vous évite d'avoir une charge mentale supplémentaire en tant qu'entrepreneur, de vous dire oui mais attends, j'ai pas envie que ma trésor perde 50% du jour au lendemain. Non, là on est vraiment sur quelque chose de safe, de stable, de durable et vous prenez juste 6% par an. Et bah, le fait même d'avoir pris cette petite habitude, qui paraît mais ultra anodine, hein, d'accord, de juste se dire, bon bah fin du mois, ok, hop, je réinvestis 20% de mes profits, et bah en fait, au bout de 10 ans, vous arrivez à 655 000 euros, d'accord, qui sont complètement capitalisés. Et ça, c'est sans rien faire de plus. C'est-à-dire que c'est simplement une habitude qui fait que, bon bah la trésor que vous avez réinvesti, voilà, juste vous la placez. Et c'est seulement sur 10 ans. Évidemment, après, c'est les intérêts composés. Hein. Sur 15 ans, on passe au-dessus du million, etc., etc. Et c'est que, je mets des guillemets, avec 4 000 euros par mois. Mais évidemment, si aujourd'hui vous avez de la trésorerie dormante, si aujourd'hui vous avez la possibilité d'investir beaucoup plus, ça va aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et vous vous rendez compte, à la fin, vous finissez avec le capital de presque d'une société qui est revendue en fait. Hein. Sauf que vous n'avez pas encore revendu votre société. Votre société, je l'espère, continue de tourner. En tout cas, peu importe les scénarios, ça marche. Donc attention, bien évidemment, les performances passées préjugent pas des performances futures. On vous dit pas que c'est magique, mais 6% par an, c'est quand même un rendement qui est complètement atteignable. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Moi, je vous invite vraiment à faire juste une petite simulation, de vous dire, bon bah ok, si je mets 20% de mes bénéfices nets à la fin du mois en investissement, dans 10 ans, je finis avec quoi? Parce qu'au moins, vous êtes sécurisé et vous créez votre sécurité de demain, voire même votre liberté de demain en fonction du montant que vous placez. Peut-être on peut répondre à des questions un peu techniques. Je vais reprendre. En gros, on a récapitulé un petit peu. On va essayer de répondre à tout le monde. Mais les questions qu'on a reçues par mail, une question vraiment très commune, en tout cas on l'a reçue, qui est d'un entrepreneur de se dire, ok, comment est-ce que je fais concrètement? Parce que le premier réflexe souvent, c'est de se dire, bon bah d'accord, je récupère des dividendes à la fin de l'année, je réinvestis ça dans mon PEA par exemple, ou dans mon compte titre, ou peu importe. Est-ce que il vaut mieux récupérer ces dividendes ou est-ce qu'il vaut mieux investir investir du coup en nom propre ou investir en société? C'est quoi ton avis là-dessus, Lucas? Ouais. Alors, la réponse, elle est vraiment évidente et elle est dans 100% des cas toujours la même. C'est il faut investir via sa structure. Euh,
Ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que quand on se verse un dividende en France, ou quand on veut investir en perso alors qu'on a une structure au-dessus, en fait, on va soit avoir la flat tax, soit dans tous les cas, on va avoir une double fiscalité. Parce que la société, la personne morale paye déjà une fiscalité, et derrière, pour passer en perso, on va se repayer une fiscalité. Quel que soit le moyen par lequel on se verse, que ce soit un dividende, que ce soit par un salaire, peu importe. Dans tous les cas, on va se manger une double fiscalité. Et par exemple, pour prendre les dividendes, la fiscalité, en fait, elle est aujourd'hui, en plus elle a augmenté de 31,4% si on se verse un dividende. Et ça, c'est sans compter les autres taxes qui peuvent arriver si on est, par exemple, si on a des hauts revenus, on peut avoir la CDHR, donc la contribution annuelle des hauts revenus, on peut avoir la taxe PUMA, et ça, donc après, si on passe par un salaire, c'est encore d'autres taxes, d'autres charges qui vont être encore plus élevées les unes des autres, donc ça s'accumule, et c'est extrêmement confiscatoire, ce qui fait que c'est pas du tout efficient d'investir en perso quand on a une personne morale, quand on a une structure, une société au-dessus. Donc concrètement, en fait, si on a 100 000 euros de bénéfices, en société, on va pouvoir travailler avec 100 000 euros. Parce qu'on aura déjà payé bénéfice net d'impôt, bien sûr, on aura déjà payé l'impôt et on pourra investir ces 100 000 euros. Contre moins de 70 000 euros en perso, parce que si on se verse le dividende, on va avoir les 31,4% qui vont tomber. Et donc sur 10 ans, en fait, on joue pas au même jeu, en fait. On joue clairement pas au même jeu. Parce que sur 10 ans, ça fait déjà que l'écart, la première année est de 30 000 euros, plus de 30 000 euros, alors sur 10 ans, il va être de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est considérable, c'est très important. Et c'est pour ça que il faut bien se structurer au départ. Donc que ce soit via la société opérationnelle, on peut investir via une société opérationnelle, soit via une holding si vous avez plusieurs sociétés, si vous avez des SCI par exemple, si vous avez plusieurs sociétés opérationnelles et de l'immobilier aussi. Donc voilà, après on va dire, chaque cas est différent, mais le point de départ est très très important parce que en fait, sinon on joue pas au même jeu, quoi. Et le but c'est de démarrer avec les armes les plus optimisées possibles pour justement préparer le terrain le mieux possible et pour faire en sorte que les années futures soient les plus belles possibles, quoi. Donc voilà, en fonction de la situation, on va plus ou moins privilégier tel ou tel type de société, mais ça va être en fonction de chaque situation. Mais en tout cas, c'est très très important d'être très bien structuré au départ parce que l'écart il peut être considérable sinon. Un truc qui peut aussi comment on pourrait dire, vous aider, ne serait-ce que psychologiquement, c'est de regarder les tendances. La tendance depuis 1950, donc là on parle quand même de près d'un siècle, elle est de baisser l'impôt sur les sociétés. À l'inverse, la tendance depuis 1950, elle est d'augmenter l'impôt sur les revenus. En fait, plus les années passent, plus on a un écart entre finalement des écosystèmes d'entreprises qui sont privilégiés, je mets des guillemets, hein, on s'est bien compris, mais privilégiés fiscalement par rapport à une personne physique. Ok. Et plus le temps passe, et plus on a d'intérêt à se structurer en personne morale. Et ça, c'est valable partout dans le monde, hein. C'est pas que valable en France, mais c'est vrai que c'est une tendance qui est extrêmement visible en tout cas et qui se voit énormément en Europe et globalement à peu près dans toute l'Europe. Donc en tout cas, si vous êtes résident français bien évidemment et que vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise et vous savez pas si vous devez vous structurer en personne morale ou personne physique, vous avez vraiment dans 99,99% du temps beaucoup plus d'intérêt à vous structurer en personne morale. Et justement, peut-être parlons très concret. On a parlé de pourquoi fallait investir, à peu près combien fallait investir en fonction de votre cycle de vie. Maintenant, comment investir très concrètement? Peut-être, je pense qu'on peut parler de ce qu'on voit souvent. On a un cas, Lucas, qu'on connaît très bien, parce qu'on l'a accompagné et on a changé, on a changé cette partie-là d'un client qui avait beaucoup de trésorerie dormante, d'accord, qui a plus de 250 000 euros de trésorerie dormante. On parle pas de ce qu'il a récupéré en perso, etc., mais vraiment au niveau de sa société. Il n'était pas structuré en holding, par exemple. Il était que avec voilà une société opérationnelle avec qui il est associé, etc. Et en fait, avec son associé, ils ont eu il y a 130 000 euros vraiment qui traînent entre guillemets sur un compte courant et 120 000 euros qui étaient sur des DAT.
Donc des DAT, c'est des dépôts à terme. Et normalement, si vous êtes entrepreneur et vous avez un petit peu parlé à votre banquier, il y a de très fortes chances qu'il vous ait parlé des DAT. C'est quoi un peu ton avis sur les DAT, Lucas? Et je compléterai si jamais. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Parce que, attention, je mets évidemment un petit disclaimer, c'est que très souvent, les entrepreneurs qui placent sur des DAT, enfin les entrepreneurs sont généralement très intelligents dans le sens où ils sont entrepris, ils sont toujours dans la proactivité, etc. Et donc on va placer sur un DAT en se disant que bon bah c'est de la liquidité qu'on veut rémunérer. On s'en fout d'aller chercher des rendements qui soient extravagants. On veut plus aller chercher de l'ultra safe, tu vois. Non, mais c'est sûr. En fait, le DAT, en fait, ça dépend pour qui. Encore une fois, ça dépend pour qui. Si c'est pour un placement très long terme, c'est un placement qui est médiocre. Si c'est pour un placement de liquidité, pour un besoin en fonds de roulement ou sur de choses, là, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc en fait, c'est vraiment en fonction du type de profil qu'on a en face de nous. Mais en tout cas, le DAT, c'est quelque chose qui est liquide, qui est peu rentable, et qui derrière, en fonction des objectifs de la personne, va être plus ou moins intéressant. Et je dirais que pour cette personne-là qu'on avait accompagnée, qui avait justement énormément de trésorerie dans des DAT, ça lui correspondait pas, du coup, parce que elle avait un horizon de temps qui était long terme et qui pour le coup en fait n'était pas du tout lié, on va dire, à enfin pas du tout cohérent de placer sa trésorerie dans des DAT, quoi. Donc, donc voilà. Donc ça va vraiment dépendre en Exactement. fonction de quel type de profil qu'on a, de tout ça, quoi. Exactement. En fait, le danger qu'on voit très souvent, c'est de se dire, bon, bah, en vrai, pour l'instant, je sais pas trop, peut-être que je voudrais récupérer cet argent dans plusieurs mois, et donc je vais placer dans des DAT, dans des fonds monétaires. Généralement, tous ces trucs-là, c'est proposé, en gros, ça va vous rapporter à peu près 2% par an, donc moins que l'inflation. C'est proposé par les banques, parce que ça permet de garder la liquidité dans leur compte, en fait, en banque. Et voilà, et en plus, elles n'ont pas vraiment besoin de pédagogie pour vous expliquer des trucs comme ça, elles ont juste besoin de vous dire, bon, bah, c'est super safe, t'inquiète pas, en gros, au moins ça va te rémunérer ta liquidité qui travaille pas. Et donc sur le papier, c'est sexy. Le truc, c'est que c'est le premier travail qu'il faut faire en fait, hein. C'est un travail presque mindset. Ça paraît bête de dire ce qu'on va dire, mais il faut vraiment faire ce travail-là de se dire, ok, en gros, hein, de combien j'ai besoin aujourd'hui, de combien j'ai besoin de, donc vraiment en potentiel fonds de roulement ou en tout cas en trésorerie de sécurité entre guillemets, c'est-à-dire en cas de galère, en cas de pépin, de combien j'ai besoin. Donc ça, c'est vraiment en trésorerie qu'il faut investir dans des placements très 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 peu risqués et très liquides, parce que le problème des DAT, c'est que bon, en gros, on va pas rentrer dans les détails, mais les DAT, il y a un, comment on appelle ça? En gros, vous allez devoir attendre, on va dire, potentiellement 2, 3, voire 4 semaines pour récupérer votre trésorerie, donc c'est pas si liquide que ça. Mais bref, en gros, il y a cette petite partie qui est la trésorerie où il faut juste investir dans quelque chose de très peu risqué et très liquide, où vous pouvez récupérer du jour au lendemain. Mais il y a l'autre partie qui est vraiment la trésorerie pour demain. Alors demain, c'est pas dans 30 ans, hein, d'accord? On n'est pas en train de vous dire investis 200 euros par mois pendant 30 ans, un peu ce qu'on pourrait voir, on va dire, dans l'éducation financière en France. Non, on est plus en train de vous dire demain, c'est potentiellement dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, mais c'est pas aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, c'est dans 3 semaines. Dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, déjà là, il faut changer complètement de classe d'actifs. Ok? Faut changer de placement, faut changer potentiellement d'enveloppe. Ensuite, dans 10 ans, là, on est à partir de 10 ans, en tout cas à partir de 8 ans officiellement, mais nous on parle de 10 ans, on est sur un horizon long terme. Donc là, il faut complètement changer. Et l'allocation qu'il faut que vous créez, là quand je dis allocation, etc., ça paraît très complexe, mais finalement ça n'est pas tant que ça, parce que ça va juste découler naturellement de ce que vous allez vous dire, c'est-à-dire combien j'ai besoin, de manière pragmatique, vous êtes entrepreneur, vous connaissez vos chiffres, de combien j'ai besoin vraiment factuellement en fonds de roulement et en sécurité, et ensuite qu'est-ce que je place pour mes projets à horizon moyen terme et à horizon long terme. Et c'est vraiment de cette manière-là qu'il va falloir se structurer et ne rentrez pas dans le piège, entre guillemets, de se dire, ok, bon bah, en attendant, je fais ça, c'est toujours mieux que rien, par exemple pour les DAT, parce que nous, typiquement, ça faisait 3 ans qu'ils faisaient du DAT. Et en fait, DAT, puis DAT, puis allez, on refait, voilà, on replace un petit peu, mais il y a de l'argent finalement qui s'érode. Alors quand on est entrepreneur, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on génère de la trésorerie plus rapidement qu'on en perd avec l'inflation, mais en tout cas, cet argent-là, il pourrait capitaliser. Et il pourrait vous rapporter, comme avec les exemples qu'on a vus tout à l'heure, ou que je vous invite vraiment à faire de votre côté. Et peut-être rentrons dans le vif du sujet, parce que la question qui découle naturellement de ça, c'est de se dire, bon bah ok, mais maintenant, en tant qu'entrepreneur,
j'ai déjà tellement à gérer, j'ai déjà mon 24-24 à gérer et j'ai pas envie de m'ajouter une charge mentale supplémentaire, premièrement. Et deuxièmement, peut-être que vous n'avez pas non plus envie de prendre énormément de risques. Le plus gros des risques, on le sait en tant que chef d'entreprise, il est déjà dans notre société. Et il y a déjà de l'incertitude, il y a déjà des galères à gérer tous les jours, ou en tout cas tous les mois, au moins un gros truc qui tombe en termes de galères. Donc comment éviter justement le maximum de risques et comment faire pour que ce soit le plus passif possible pour pas que ça vous prenne de la charge mentale. Est-ce que Lucas, tu pourrais déjà donner des possibilités très concrètes là-dessus? Bien sûr. Ouais, donc déjà, on a la chance en France d'avoir plein de possibilités. On a quand même, niveau fiscalité, on se fait peut-être un peu marteler, mais derrière, on a au moins des possibilités pour pouvoir investir. La première, c'est tout bête, c'est le compte titre. Le compte titre, on n'en fait pas beaucoup la promotion en personne morale. On n'entend pas beaucoup parler, mais c'est très puissant, le compte titre. Donc vous allez ouvrir un compte chez un courtier. Donc aujourd'hui, des courtiers, il en existe plein. En plus, les tarifs sont extrêmement faibles et on peut avoir accès à plein de produits différents. Donc on peut avoir accès à énormément de choses, hein, à des ETF Smart Beta, des actions en direct, des obligations, des fonds d'actions cotées, des fonds obligataires, des hedge funds, des fonds de performance absolue, etc. On a accès à plein de produits. Bien sûr, ça dépend de où est-ce qu'on ouvre le compte titre. Donc là, après, c'est bien sûr à bien choisir. Mais en tout cas, le compte titre, c'est une excellente solution pour pouvoir investir en société. C'est simple. Pourquoi c'est intéressant en fait? Parce que c'est simple, c'est flexible, il n'y a pas de plafond. Par contre, il y a pas, enfin, va pas y avoir d'avantage fiscal. C'est un peu le compte par défaut entre guillemets qui a pas d'avantage fiscal, qui a pas d'avantage euh, successoral, on va dire. Mais c'est un outil qui est très puissant. Au niveau de la fiscalité, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est très important, et peut-être qu'on fera un épisode là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est qu'on va être imposé sur la fiscalité, enfin, il va y avoir une fiscalité sur les plus-values latentes. Alors ça dépend de dans quoi on investit, dans quel type de produit, si c'est européen, pas européen, etc., si en direct, pas en direct, de manière générale, ça va plus souvent être sujet à une fiscalité sur les plus-values latentes. Donc là aussi, c'est quelque chose à anticiper, et c'est pour ça qu'il faut toujours bien faire les projections de si c'est intéressant pour vous d'avoir un compte titre ou pas en personne morale. Ensuite, il va y avoir un deuxième choix qui va être le contrat de capitalisation. Le contrat de capitalisation, alors on va avoir le contrat de capitalisation en France et on va aussi avoir le contrat de capitalisation au Luxembourg. Donc là, c'est deux choses différentes. Ça reste un contrat de capitalisation, hein, c'est toujours la même enveloppe. C'est juste que dans un cas, on va pouvoir, alors dans le cas de la France, donc le contrat de capitalisation de base, on va pouvoir investir dans tout un tas de produits différents, hein, c'est clair, ça va être très bien. On a accès à une large gamme de choix, etc. Il faut savoir que dans le contrat de capitalisation, que ce soit au Luxembourg ou en France, on va être plugué chez un assureur. Donc on va être créancier d'un assureur. Derrière, il va y avoir un intermédiaire en plus qui va être l'assureur. Et ça, faut en prendre conscience. Donc un assureur, voilà, c'est un assureur français ou luxembourgeois en fonction de où est-ce qu'on se situe. Et là aussi, en fonction de, un avantage très intéressant sur le contrat de capitalisation, c'est que on peut faire des arbitrages à l'intérieur du contrat sans s'être imposé. Tant qu'on retire rien, en fait, on va pas être imposé. Alors, il va y avoir une fiscalité assez particulière aussi sur le contrat de capitalisation. Peut-être qu'on pourra la confronter au compte titre justement au sein d'un épisode. Ça va être le fait que on va aussi avoir une fiscalité, mais qui va être complètement différente de celle du compte titre. Donc, on va être imposé, en gros, je vais vraiment simplifier, sur à peu près entre 3 et 4% aujourd'hui à l'heure actuelle, parce que ça change en fonction du TME. Donc, ce qu'on appelle le TME, c'est le taux moyen d'emprunt. Et on va être imposé entre 3 et 4% par an. Alors, sur 3 et 4% par an, donc à hauteur de 25% de 3%, en gros. Vraiment faire simple, tous les ans. Donc, c'est assez particulier. C'est vraiment là aussi il faut confronter les deux schémas, mais en tout cas c'est une enveloppe qui est très intéressante de par sa gamme d'offres oui, de par ce qu'elle peut proposer en termes de produits financiers, de sécurité derrière aussi. Si on parle de contrats de capitalisation luxembourgeois pour les patrimoines qui sont un peu plus importants, supérieurs à 250 000 euros, là on va pouvoir accéder à des fonds
qui sont pas accessibles en France. Donc on va pouvoir accéder à des fonds long short, des hedge funds très spécialisés, des fonds de private equity très spécialisés, très nichés, des fonds de dette privée très nichés aussi, des fonds infrastructure. Bref, on a énormément de produits. Finalement, on n'a pas de limite. En fait, pour faire simple, sur le contrat de capitalisation luxembourgeois, on n'a pas de limite. Là où le contrat de capitalisation français, on en a. Là où le compte titre aussi, on en a un petit peu. Donc un exemple que moi j'aime bien donner et qu'on a eu avec justement un des fonds qu'on a pu trouver, c'est un fonds par exemple au sein de notre qu'on propose au sein du cabinet. C'est un fonds qui a fait ces 25 dernières années, enfin depuis 2000 en fait, plus de 10% par an de performance. À côté du, par exemple, si on compare au MSCI World, le MSCI World a fait 7% par an. Ce fonds-là a fait 10% par an et en 2008, il a fait moins 8%, là où le MSCI World a fait moins 40%. Donc un fonds qui est beaucoup plus rentable et un fonds qui est beaucoup moins volatile. Ce qui fait que c'est le type de fonds qu'on va pouvoir ajouter dans des contrats de capitalisation luxembourgeois qui ne sont pas accessibles finalement en France et aussi sur compte titre. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Et voilà, le contrat de capitalisation, en fonction de voilà, si on a entre guillemets peu de patrimoine ou beaucoup de patrimoine, les deux sont très intéressants. Hein. C'est sûr que le contrat de capitalisation luxembourgeois, c'est le VIP, la gamme au-dessus, mais on peut très bien se débrouiller déjà avec un contrat de capitalisation français. Le tout, c'est de bien orchestrer finalement cette structure et que le choix soit cohérent par rapport à finalement l'horizon de temps envisagé, le profil et la fiscalité de sortie en fonction de comment est-ce que vous êtes structuré, quoi. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce que tu as dit et je pense que je vais demander un cas très concret parce que tu sais, on va se mettre à la place de quelqu'un par exemple qui a 200 000, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Mais juste avant ça, le contrat de capitalisation luxembourgeois, je pense que c'est le mail que j'ai le plus reçu en demande avec l'assurance vie luxembourgeoise. C'est vraiment l'assurance vie luxembourgeoise, en gros, hein, personne physique, contrat de capitalisation luxembourgeois, personne morale. C'est pas exactement ça, d'accord? On va pas rentrer dans la technique tout de suite. Je pense pas que ce soit l'objet de cet épisode, mais effectivement, il y a un peu, on entend un peu tout et n'importe quoi, on va dire, sur le Luxembourg en ce moment. C'est vrai qu'il y a énormément d'avantages et c'est pour ça que je pense que ça pourrait être très intéressant d'en faire un épisode. De toute façon, on va en faire un parce que c'est littéralement la demande qu'on a eu le plus sur le fonctionnement du contrat de capi luxembourgeois et du contrat enfin, et de l'assurance vie luxembourgeoise, si c'est pertinent ou pas. Concrètement, je suis un entrepreneur qui est 200 000 euros de trésorerie. Comment est-ce que tu m'abordes? Comment est-ce que je peux placer ma trésorerie à la fin de cet épisode simplement sans me prendre la tête, quoi? Ouais. Alors nous, bah, justement, on utilise un framework qui s'appelle le framework Asset. Et c'est vrai qu'on l'utilise avec chacun de nos clients. Et par rapport à ça, en fait, euh, un patrimoine équilibré va être composé de plusieurs types d'actifs. Donc, des actifs qui vont être défensifs, des actifs qui vont être semi-défensifs, semi-dynamiques, et des actifs qui vont être très offensifs. Donc, les actifs défensifs, ça peut être par exemple des obligations, ça peut être des obligations souveraines, des obligations d'entreprise, ça peut être des SCPI, ça peut être aussi parfois certaines matières premières, des métaux. Et des actifs semi offensifs, semi-défensifs, ça peut être par exemple des fonds, comment dire, des fonds de performance absolue, donc des hedge funds, certains hedge funds, qui vont avoir pour objectif d'avoir une volatilité très faible et une performance qui est correcte. Et ensuite des actifs très offensifs. Donc là, ça va principalement être les actions, donc des ETF en actions, des ETF smart beta en actions, du private equity, des hedge funds là, beaucoup plus agressifs. Et en fait, plus l'horizon de temps va être élevé, plus la tolérance au risque va être élevée, plus votre profil en fait va être à risque, plus on va pouvoir prioriser les actifs qui vont être offensifs. Donc actions, private equity, principalement ça. Et le tout, c'est de bien orchestrer tout ça. Donc quel pourcentage est-ce que vous voulez dans du dynamique, dans du semi-dynamique ou dans du défensif? Quand l'horizon de temps est faible, quand on veut de la liquidité rapide, quand on a un horizon, une tolérance au risque faible, là pour le coup, on va privilégier des actifs défensifs. Au contraire, plus l'horizon de temps va être élevé, donc supérieur à 10 ans, 15 ans, etc., là on va pouvoir vraiment maximiser
les investissements qui sont offensifs, donc private equity, qui est la classe d'actifs la plus rentable depuis plus de 20 ans, les actions, certains ETF Smart Beta, des hedge funds aussi, qui sont beaucoup plus agressifs. Et donc voilà, le tout, c'est bien orchestrer tout ça. Et bien sûr, ça va dépendre de 3 critères. Donc principalement, est-ce que euh, vous avez une tolérance au risque qui est élevée? Est-ce que l'horizon de temps est élevé? Et ça, c'est très important et je dirais que c'est le facteur prédominant. Et Mm. aussi, est-ce que vous souhaitez que l'investissement soit liquide ou pas? Et ça, c'est très important. Et en fonction de ça, on va pouvoir vraiment accorder et orchestrer une allocation à partir de ces différents actifs-là. Et, ça, ce truc-là, ça s'applique pour si vous avez 200 000 euros, 500 000, 1 million, 1,5 million, peu importe. En fait, c'est pour ça que c'est important d'appliquer des frameworks qui sont comme ça. Je pense que tu l'as bien imagé. En gros, hein, faut vraiment, le truc bête et méchant, hein, c'est de se voir avec un bouclier et une épée. Si vous avez qu'un bouclier, bah, finalement, vous allez vous faire manger par l'inflation, entre guillemets. Si vous avez qu'une épée, bon, bah, au premier coup d'épée, ça fait très très mal que vous vous recevez. Donc, il faut vraiment réfléchir un peu comme quelque chose d'équilibré, d'accord? Votre allocation de capital, elle doit être équilibrée. N'allez pas vers du private equity parce que vous avez entendu que le private equity c'était génial. Si aujourd'hui vous avez des besoins de liquidité, que vous avez potentiellement pas envie de bloquer votre argent pendant 7 ans, bah, peut-être que le private equity c'est pas intéressant. À l'inverse, si vous êtes OK parce que c'est un horizon plus long terme, ça peut être intéressant. Regardez bien les fonds de private equity. Le private equity, ça veut rien dire. Par exemple, il faut vraiment regarder chaque fonds de private equity, l'historique aussi de tout ça. Donc, faut faire un minimum de travail quand même. Ça reste votre argent, il faut bien évidemment le protéger. Mais ouais, cette philosophie-là, en tout cas, il faut l'appliquer. Euh, Moi, ce que je vois le plus chez les entrepreneurs, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire, soit j'investis rien parce que justement, moi en perso, j'ai de l'argent, je vais mettre, je dis n'importe quoi, 30 000 euros sur mon PEA et mon PEA, je vais mettre dans du S&P 500, mais en pro, j'ai 500 000 euros de côté et en trésorerie dormante et je fais rien de ces 500 000 euros. Et ça, c'est terrifiant et ça arrive très 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 souvent ce côté-là parce qu'en fait on a tellement conditionné notre cerveau à des rendements de 10% par an que du coup, on sait aussi implicitement que les 10% par an, bah, ça va être très volatile, et donc on n'ose pas le faire en fait avec la trésorerie de notre entreprise, parce que ok, on est ok pour avoir de la volatilité sur 30 000, mais peut-être pas sur 500 000. Et hormis, on va dire, quelques fonds un peu, comme tu as décrit Lucas tout à l'heure, qui sont plus des fonds bah, en fait, que vous allez pouvoir avoir avec un certain niveau de capital, que vous allez pouvoir loger dans un contrat de capitalisation luxembourgeois, etc. Donc vous êtes concerné évidemment par ça, mais ça, de toute façon, c'est des fonds sur lesquels vous pouvez accéder que en passant par un conseiller financier. Parce qu'il faut de toute façon passer par un intermédiaire pour accéder à ces fonds-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut en tout cas vous conseiller par rapport à ça, c'est si vous investissez la trésorerie de votre entreprise, et on vous invite très très fortement à le faire parce que vous préparez demain, équilibrer votre répartition, d'accord? Avec des obligations, avec des actions, si c'est pertinent avec du private equity, si c'est pertinent avec de la private debt. Encore une fois, si je mets partez du principe que je mets du si tout le temps, mais ça peut être de l'or, des matières premières, les obligations, ça peut être des obligations d'État, des obligations d'entreprise, peu importe, mais partez du principe qu'il faut avoir du côté défensif et du côté offensif, chercher moins de rentabilité, mais aussi moins de volatilité. Et quand je dis moins de rentabilité, pas les 2% du DAT, bien évidemment, on va plutôt chercher du 6, du 7% par an, et c'est très bien. Et au moins votre trésorerie travaille et vous préparez demain. Et ça, ça n'a pas de prix, entre guillemets. Euh, Est-ce que Lucas, il y a quelque chose que tu as envie de rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit là? Je pense que t'as très bien, ouais, t'as très bien conclu. C'est-à-dire que le plus important, de toute façon, c'est de commencer. Si vous êtes entrepreneur aujourd'hui et que vous avez soit que vous êtes en phase de croissance, en phase de maturité ou en phase de déclin, euh, ou en phase de lancement aussi, anticiper ces points-là, c'est très important. Et commencer, si vous pouvez vous le permettre, si vous dégagez du bénéfice, ou encore mieux, si vous avez déjà une trésorerie qui dort depuis longtemps, euh, penchez-vous sur le sujet parce que c'est quelque chose, encore une fois, le coût de l'inaction est beaucoup plus important que l'action. Et en fait, que de ne rien faire. Et du coup, c'est quelque chose qui est très, très important. Et je pense que tu as bien résumé la chose. Qu'on soit en croissance, en maturité ou en déclin, qu'on ait 10 000 euros, 20 000 euros,
à investir par exemple tous les mois en termes de bénéfices, ou si on a une grosse trésorerie qui dort 200 000, 300 000, 500 000 euros, euh, regardez les propositions qu'on vous a faites, par exemple avec le compte titre, le contrat de capitalisation. Regardez, renseignez-vous sur tout ça, parce que c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est très important. Bah, c'est top. Bah, un gros merci en tout cas, Lucas, pour ton intervention là-dessus, très extrêmement précieuse. On a essayé d'explorer, on va dire, toutes les pistes. Maintenant, bien évidemment, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo, n'hésitez pas par mail. Alors sur Insta, bon, la petite parenthèse a fait qu'au moment où on tourne cette vidéo, mon Insta a sauté. Donc sur Insta, c'est pas possible pour le moment, mais envoyez-nous en tout cas ce que vous voulez qu'on traite précisément. On a vraiment eu des questions extrêmement précises par mail qu'on va traiter une à une, d'accord? Mais n'hésitez surtout pas en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, ne restez pas bloqué entre guillemets dans votre prison dorée. On sait que c'est un taf, on est tous ici entrepreneurs, donc c'est un travail. Évidemment, ça va prendre des années, etc. Mais autant capitaliser sur ces années et préparer demain. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez complètement faire dès aujourd'hui. Donc vraiment, bah, premièrement, évidemment, n'hésitez pas si l'épisode vous a plu à laisser un 5 étoiles sur Spotify. On a dépassé les 20 notes 5 étoiles sur Spotify, donc un gros merci à ça. Donc n'hésitez pas à laisser un like si vous regardez sur YouTube ou Apple Podcast, j'imagine qu'on peut noter l'épisode, j'en sais rien. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire ou à envoyer un mail ou quoi que ce soit, on la traitera, d'accord? Et dernière chose, si vous souhaitez en tout cas en savoir plus sur le cabinet, si vous souhaitez potentiellement que nous on vous accompagne sur toute cette partie-là, la partie entrepreneuriale, structuration d'entreprise, fiscalité, transmission et évidemment placement de trésor, allocation de capital, etc. Je vais vous mettre le lien aussi pour prendre un appel, qui est un appel direct avec moi, d'accord? Comme ça, on pourra voir si effectivement c'est pertinent ou pas. Et si vous avez des questions aussi, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on fera en sorte de répondre à toutes les questions, ok? L'idée de ce podcast, c'est vraiment d'être utile. On le fait aussi beaucoup grâce à vous et grâce aux questions que vous vous posez. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Un gros merci en tout cas, Lucas. Et puis on se dit à bientôt pour le prochain épisode.